Sylvie, comment est venue l'idée de cette exposition? Comment résumer ce qui nous a motivés à l'organiser? Pour ma part, moi, c'est une idée qui est née il y a longtemps et de façon très progressive, en fait, qui est née d'une surprise face à une espèce de béance dans l'histoire de l'impressionnisme. Et puis, c'est né aussi d'un émerveillement face aux nymphéas, qui sont finalement un aboutissement d'impressionnisme. Et c'est comme si on n'avait jamais tiré les conclusions du fait que finalement le grand testament de l'impressionnisme et l'œuvre la plus ample de l'impressionnisme était une décoration. L'idée, c'était vraiment de remonter aux sources des nymphéas et de rattacher en fait les nymphéas à l'histoire de l'impressionnisme, en montrant comment les impressionnistes, très tôt en fait dans leur carrière et dans leur vie, s'intéressent à ces questions de décoration. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a cette idée comme ça de considérer les nymphéas comme des grandes décorations, c'est poser la question de savoir qu'est-ce qui était une décoration, décoratif. Et c'est vrai qu'on a appliqué des critères qui sont finalement assez stricts, ce qui me semblait vraiment important. Exactement, donc on a défini plusieurs catégories d'œuvres dites décoratives. Alors en premier lieu, les œuvres résultant de commandes décoratives, donc passées par des mécènes, donc peintes par les impressionnistes pour des lieux précis. À commencer peut-être par le clown de Renoir qui ouvre l'exposition. Oui, qui est une commande, enfin présumée, d'un patron de café, en fait, à côté du cirque d'hiver, et qui est un magnifique portrait de jeunesse de Renoir de la fin des années 1860, qui fonctionne presque comme une affiche, comme une enseigne. Ensuite, des œuvres que les impressionnistes ont qualifiées eux-mêmes comme décoratives. À travers des titres comme décoration, panneaux décoratifs. Enfin, nous avons inclus dans le champ de notre exposition des œuvres également décoratives par nature, c'est-à-dire des objets qui ont une fonction. Ce qui relève vraiment des arts appliqués, c'est-à-dire les éventails, la peinture sur les céramiques, que ce soit des carreaux, que ce soit des services, des assiettes, décorées et conçues par ces artistes. Une fois qu'on a défini ces trois familles d'œuvres, si je puis dire, il a fallu les rassembler. Et là, c'est une aventure pleine de rebondissements qui a commencé, puisque il y a évidemment des œuvres qui étaient bien connues et qui sont conservées dans des musées. Mais l'une des raisons de l'effacement de ce sujet de l'histoire de l'impressionnisme et de l'histoire de l'art en général, c'est que la plupart de ces ensembles décoratifs ont été dispersés dans le monde entier. Parce qu'on a très peu d'évidence visuelle de la façon dont ces œuvres étaient concrètement présentées. Absolument, ce qui a aussi été une de nos grandes frustrations de commissaires, qui a été de ne pas pouvoir nous lancer dans des reconstitutions de pièces, faute de sources. Alors à une exception près, qui est ici, donc dans cet espace, cette reconstitution partielle du salon du Jade Bouffant, demeure familiale de la famille Cézanne, dans laquelle Cézanne fait ses premières armes de peintre au tout début des années 1860. L'idée de l'exposition, la première question qui se pose, c'est comment mettre en valeur ces œuvres, comment les présenter, puisque pour beaucoup d'entre elles, et c'est ça qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on n'a pas d'images anciennes, de photographies, de gravures ou même de témoignages qui précisaient la façon dont ces décors étaient insérés dans les intérieurs de l'époque. Donc on a tout de suite pris le parti qui était d'évoquer plutôt que de reconstituer, ce qui aurait donné une image trompeuse en fait de ce qu'étaient ces décorations à l'époque. Oui, on ne s'est pas autorisé à installer ces œuvres sous forme de period rooms. On s'en est tenu à un accrochage, une présentation plus sobre, en fait correspondant en fait au peu d'informations dont on dispose sur le contexte de présentation initiale de ces tableaux, de ces panneaux décoratifs. Oui, et puis l'idée c'était aussi que le public puisse les voir, et c'est une des questions qu'on s'était posées très tôt dans le projet, c'est qu'il y a tout un groupe d'œuvres qui sont ce qu'on appelle des dessus de porte. Donc il y a les 4 saisons de Pissarro en début du parcours, on a des dessus de porte de Renoir, de Cézanne. Et donc la question a été, est-ce qu'on restitue ce point de vue qui était fait pour être vu depuis le bas, mais évidemment quand on accroche une œuvre en hauteur, on la voit moins. On a pris la liberté de le faire pour un dessus de porte de Cézanne, mais là encore, on ne sait pas à quelle hauteur exactement. Donc c'est vraiment une suggestion, une évocation,
plutôt qu'une reconstitution. Et depuis, en plus, ces décorations, elles ont été transformées en tableaux. Donc elles ont été encadrées comme des tableaux de chevalet. Et on voit d'ailleurs pour le triptyque de Caillebotte à quel point les cadres peuvent être différents. On s'est aussi posé la question très tôt dans le projet de savoir si on allait masquer les cadres, si on allait encastrer en quelque sorte ces décorations, ces tableaux, pour leur redonner leur dimension décorative. Mais là encore, faute de preuves, on n'a pas voulu aller dans une direction qui aurait finalement peut-être trompé le visiteur, et on n'était pas en mesure de faire ces hypothèses en faveur d'une disparition des cadres. Ce qui est intéressant aussi, et là on est au cœur de l'impressionnisme, c'est que dans les années 1870, les impressionnistes, ils donnent ce sentiment d'extérieur à travers la peinture même. Donc c'est vrai que la disposition des œuvres à l'intérieur, qui crée des ouvertures vers l'extérieur, est vraiment un élément important de tout ce renouveau en fait, que les impressionnistes apportent à la décoration au XIXe. Effectivement, on est là au cœur du sujet, c'est l'importance du mur et l'affirmation ou au contraire la négation du mur. Monet, lui, prend le parti d'un effacement, d'une ouverture vers l'extérieur. Renoir va au contraire affirmer la présence du mur. Il va asseoir la décoration dans l'espace de la pièce en faisant surgir le motif vers nous. Ce dialogue en fait, ou cette tension plus exactement entre muralité, planéité et puis trouée, finalement on la retrouve jusqu'au nymphéa. Monet, à un moment donné, il parle d'un aquarium. Et un aquarium, c'est une paroi transparente. Et donc on a du coup cet effet comme ça d'effacement du mur au profit d'une immersion, d'une plongée du spectateur au cœur même de la peinture. Et c'est peut-être ce qui est fascinant. L'exposition en termes de structure suit un parcours qui est à la fois chronologique et thématique et se termine par une dernière salle consacrée exclusivement à Monet et à ses recherches autour des nymphéas. Oui, l'exposition est née des nymphéas et elle se termine physiquement dans les nymphéas parce qu'on espère être une nouvelle expérience en fait, des nymphéas et un nouveau regard sur les nymphéas à la lumière de tout ce qu'on a pu voir dans l'exposition.